Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. La Seconde Guerre mondiale a engendré des souffrances humaines inimaginables, des millions de morts, des villes détruites et des traumatismes psychologiques profonds. Si le régime nazi était animé par une idéologie, certains ont vu dans la guerre une occasion de s'enrichir. Grâce au travail forcé et au vol de biens, ils ont amassé des fortunes colossales, et beaucoup s'en sont tirés sans conséquence. Nous vous présentons aujourd'hui 20 nazis qui ont fait fortune pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. Adolf Hitler a personnellement amassé une fortune colossale avant et pendant la Seconde Guerre mondiale. Il se présentait comme un dirigeant entièrement dévoué à l'Allemagne, mais cette image était trompeuse. En réalité, il a gagné des millions de sources diverses. Mein Kampf, écrit en 1924 pendant son emprisonnement, est devenu un cadeau de mariage et un présent de soldat obligatoire après son arrivée au pouvoir, ce qui a fait exploser les ventes. Il a perçu des droits d'auteur faramineux, surtout après que le livre a été promu par l'État. À la fin des années 30, il était millionnaire, gagnant l'équivalent d'environ 12 millions de dollars par an. Après être devenu chancelier en 1933, il a tout simplement cessé de payer ses impôts. Parallèlement, de riches industriels et des hommes d'affaires bienveillants lui ont fait des dons de millions ainsi qu'à son parti. Il n'a jamais payé pour ses demeures somptueuses, ses voitures ou sa sécurité, tout était pris en charge par le parti ou l'État. Des propriétés comme le Berghof, un train privé et une flotte de voitures ont été entièrement financées. De plus, les biens, les entreprises et les œuvres d'art juifs ont été confisqués à grande échelle. Sa fortune était estimée à environ 150 millions de dollars, bien que certaines sources affirment qu'elle aurait pu dépasser les 3 milliards de dollars en 1945. Numéro 19. Jacob Werlein était un important concessionnaire automobile devenu l'un des confidents d'Hitler et un maillon essentiel entre le régime nazi et l'industrie automobile. Il devint le conseiller automobile personnel d'Hitler et joua un rôle majeur dans le rapprochement entre Daimler-Benz et les dirigeants nazis. Ses liens avec Hitler débutèrent dès 1923 lorsqu'il vendit une Mercedes au parti nazi et leur relation ne cessa de se renforcer au fil du temps. Werlein fournissait fréquemment des Mercedes à Hitler et à d'autres dirigeants nazis, parfois à prix réduit, voire gratuitement. En 1934, sa loyauté lui valut un siège au conseil d'administration de Daimler-Benz. Il contribua activement à aligner la production de l'entreprise sur les objectifs du régime, notamment en matière de véhicules militaires et de moteurs d'avion. Sous sa direction, le chiffre d'affaires de Daimler-Benz passa d'environ 15 millions de dollars en 1932 à près de 377 millions de dollars en 1943. Plus d'un tiers de ce chiffre provenait de la production de moteurs d'avion. Werlein a également joué un rôle dans l'essor de Volkswagen en intégrant le conseil de surveillance de Volkswagen Werk GmbH en 1938. Son influence a renforcé le groupe et a généré d'énormes profits pour Daimler-Benz. Après la guerre, il n'a subi que des conséquences minimes et a par la suite rouvert une concession Mercedes-Benz à Munich. Numéro 18. Friedrich Flick était un industriel allemand devenu milliardaire grâce à des investissements judicieux et une étroite collaboration avec le régime nazi. Il débuta comme employé dans la sidérurgie et gravit rapidement les échelons. Dès 1915, il obtint un poste au conseil d'administration d'une fonderie et quelques années plus tard, en devint le directeur général. En 1930, il contrôlait un vaste empire comprenant des mines de charbon, des exploitations de minerais de fer, des aciéries, des usines chimiques et des fabricants d'armes. Flick fut un important financier des nazis. Entre 1933 et 1945, il fit don de plus de 2,6 millions de dollars à l'époque au parti nazi. Il était également membre du cercle des amis du Reichsführer SS, un groupe d'hommes d'affaires influents ayant un accès direct aux plus hautes sphères du régime. Pendant la guerre, environ 48 000 travailleurs forcés travaillèrent dans ces usines, des prisonniers de guerre et des détenus de camps de concentration, dont environ 80% ne survécurent pas. En 1947, Flick fut reconnu coupable à Nuremberg de crimes de guerre, notamment d'utilisation du travail forcé, et condamné à 7 ans de prison, mais libéré après seulement 3 ans. Bien que 75% de son entreprise ait été confisquée, il parvint à reconstituer sa fortune. À sa mort, il possédait à nouveau un conglomérat de 330 sociétés employant 300 000 personnes et réalisant un chiffre d'affaires annuel d'environ 5,6 milliards de dollars. Sa fortune personnelle était estimée à plus de 1,8 milliard de dollars. Il est choquant de constater à quel point il a échappé à toute véritable responsabilité. Numéro 17. Walter Funk a débuté sa carrière comme journaliste avant de devenir l'une des figures économiques les plus influentes de l'Allemagne nazie.
Il a occupé les fonctions de ministre de l'économie et de président de la Reichsbank. À ce titre, il a contribué au financement de la guerre d'Hitler et au pillage des territoires occupés. Funk a adhéré au parti nazi en 1931 et est rapidement devenu le conseiller économique d'Hitler. Dès 1938, il était ministre de l'économie et un an plus tard, à la tête de la Banque centrale, où il a promulgué des lois excluant les juifs de l'économie, transférant de fait leurs biens à l'État. En 1942, il a conclu des accords avec Himmler. La Reichsbank recevrait des objets de valeur confisqués aux prisonniers des camps de concentration, notamment des dents en or, des bijoux et des effets personnels. Ces biens étaient blanchis via des comptes secrets au nom de Max Heiliger. Funk était également membre du Conseil central de planification, participant à la répartition du travail forcé dans l'industrie. Sous sa direction, la Reichsbank a créé un fonds d'environ 4,8 millions de dollars, valeur de l'époque, destiné à financer des usines gérées par les SS et employant des travailleurs forcés. Après la guerre, Funk fut reconnu coupable à Nuremberg de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de crimes contre la paix. Condamné à la prison à vie, il fut libéré en 1957 pour raison de santé. Numéro 16. Martin Bormann était une figure discrète mais exceptionnellement puissante au sein du régime nazi. Plus connu pour ses manœuvres en coulisses que pour son charisme public, il devint l'un des plus proches confidents d'Hitler en se positionnant stratégiquement à des postes financiers et administratifs. Son pouvoir reposait en grande partie sur le contrôle des finances internes du parti. En 1933, il cofonda le Fonds Adolf Hitler pour les entreprises et l'industrie allemande, qui collectait des dons volontaires auprès d'industriels bénéficiant des politiques nazies. Dans les faits, ces dons devinrent des contributions obligatoires. Le fonds généra des sommes colossales, mais les chiffres exacts restent inconnus en raison de son caractère secret. Bormann utilisa cet argent pour récompenser les membres loyaux du parti et étendre son influence. Il gérait également les biens privés d'Hitler, notamment le domaine du Berghof à Berchtesgaden, et s'occupait des paiements et des cadeaux, en particulier pour Eva Braun. Bormann brouillait la frontière entre les fonds privés et ceux du parti, ce qui lui conférait un contrôle financier total sur le cercle restreint d'Hitler. Après la guerre, il fut condamné à mort par contumace, mais son sort demeura incertain pendant des décennies. Ses restes n'ont été formellement identifiés qu'en 1998. Numéro 15. Bruno Loss était un historien d'art allemand et officier SS devenu l'un des plus notoires pilleurs d'art de l'époque nazie. Agent de premier plan d'Hermann Göring, il participa à l'organisation du vol systématique de milliers d'œuvres d'art appartenant à des collectionneurs juifs, amassant une fortune cachée qui resta insoupçonnée pendant des décennies. En 1940, il fut nommé directeur adjoint de l'Einsatzstab. Le Reichsleiter Rosenberg à Paris était une organisation nazie chargée de piller les biens culturels des territoires occupés. Depuis le musée du jeu de paume, Loss organisa 18 expositions d'œuvres d'art volées. Plus de 700 chefs-d'œuvre rejoignirent directement la collection privée de Göring à Carinal. Après la guerre, Loss fut capturé par les troupes américaines et témoigna au procès de Nuremberg où il fut condamné à 10 ans de prison, mais libéré en 50 après avoir purgé seulement 3 ans. Bien qu'interdit d'exercer dans le monde de l'art, il reprit discrètement ses activités à Munich, opérant par le biais d'un réseau clandestin d'anciens nazis. Ce n'est qu'après sa mort en 2007 que l'ampleur de ses activités illégales fut révélée. Dans un coffre-fort secret en Suisse, 14 œuvres d'art furent découvertes, dont des pièces de Monet, Renoir et Pissarro. Un tableau, le Quai Malaquais, avait été volé par la Gestapo à une famille juive de Vienne en 1938. Il a été vendu aux enchères chez Christie's en 2009 pour 2,15 millions de dollars. Numéro 14. Georg von Schnitzler était un puissant homme d'affaires allemand et un cadre dirigeant d'IG Farben, le géant de la chimie qui joua un rôle clé dans l'industrie de guerre nazie. Gravissant les échelons de l'entreprise, il devint président du comité chimique en 1943, un poste majeur au sein de la société. Schnitzler étendit l'influence d'IG Farben grâce à des cartels internationaux de colorants et contribua à la prise de contrôle d'usines chimiques en Pologne et en France, occupées peu après les invasions allemandes. Il était également politiquement actif. Le 20 février 1933, il assista à une réunion secrète où de grands industriels s'engagèrent à faire d'importants dons au parti nazi. IG Farben contribua à hauteur d'environ 92 000 $ à l'époque au fonds nazi et apporta un soutien supplémentaire à la SA et à d'autres groupes affiliés. Après la guerre, Schnitzler fut capturé par les forces américaines et jugé lors du procès IG Farben qui faisait partie des procédures de Nuremberg. Il fut reconnu coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, principalement pour pillage, et condamné à 5 ans de prison, mais n'en purgea que 2.
Libéré en 1949, il réintégra rapidement le monde des affaires et devint président de la société germano-ibéro-américaine, retrouvant ainsi sa place au sein de l'élite économique. Numéro 13. Heinrich Büttefisch était un chimiste allemand et haut responsable d'IG Farben, le conglomérat chimique étroitement lié au régime nazi. Il supervisait la production à l'usine Buna-Werke de Monowitz, qui faisait partie du complexe d'Auschwitz, où il recourait massivement au travail forcé. Büttefisch joua un rôle crucial dans la production de caoutchouc synthétique et de carburant, deux éléments essentiels à l'effort de guerre allemand. À Monowitz, également connu sous le nom d'Auschwitz III, il dirigeait l'usine Buna, qui employait exclusivement des prisonniers du camp de concentration. Les conditions de travail y étaient inhumaines. La SS facturait à IG Farben 3 Reichsmark par jour pour les ouvriers non qualifiés, 4 par heure pour les ouvriers qualifiés et 1 Reichsmark et demi pour les enfants. Après la guerre, Büttefisch fut capturé par l'armée américaine et devint l'un des 24 dirigeants jugés lors du procès d'IG Farben. Il fut reconnu coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, principalement pour avoir utilisé du travail forcé et condamné à la prison, mais libéré en 1951. Peu après, il reprit sa carrière et occupa des postes à responsabilité dans des entreprises telles que Deutsche Gasoline AG, Feldmühle et Paperun-Zellstoffwerke AG. Malgré son rôle dans l'appareil nazi, il parvint à regagner les plus hautes fonctions de l'industrie allemande. Numéro 12. Fritz Thyssen était un magnat allemand de l'acier qui joua un rôle clé dans l'ascension d'Hitler en lui apportant un soutien financier précoce. À la tête de Vereinigte Stahlwerke AG, il bâtit un empire industriel. En 1926, il hérita de l'entreprise familiale et consolida ses différentes activités en un seul conglomérat majeur. À la fin des années 20, il contrôlait plus de 75% des réserves de minerais de fer allemandes. Avec environ 200 000 employés, Thyssen commença à financer le parti nazi en 1923. En 1933, il fit un don de 3 millions de Reichsmark, soit environ 690 000 $ à l'époque, une contribution essentielle au succès électoral d'Hitler. En 1939, il rompit avec le régime pour protester contre l'invasion de la Pologne et s'enfuit en Suisse. Ses biens, estimés à 88 millions de $, furent confisqués. En 1940, il fut arrêté en France alors qu'il tentait de fuir en Amérique du Sud, extradé vers l'Allemagne et emprisonné à Sachsenhausen et à Dachau. Il fut libéré par les forces alliées en 1945. À sa mort, sa fortune personnelle était estimée à 100 millions de $. Numéro 11. Günther Kant était un industriel allemand qui a bâti un vaste empire commercial dans les secteurs des batteries, du textile et de l'armement. Son entreprise, et notamment Accumulator & Fabrik AG, a largement approvisionné la machine de guerre nazie. En 1933, il adhère au parti nazi et dès 1937, il est nommé Wehrwirtschaftsführer, un titre réservé aux industriels essentiels à l'économie de guerre. Pendant la guerre, il emploie environ 50 000 travailleurs forcés, dont des prisonniers des camps de concentration. Les conditions de travail étaient brutales, avec une moyenne de 80 décès par mois dus au mauvais traitement, à la malnutrition ou aux exécutions. En 1946, Kant est arrêté par les Alliés, mais libéré 2 ans plus tard. Il est alors considéré comme un Mitlaufer, partisan, ce qui lui évite d'être condamné pour crimes de guerre. Aujourd'hui, la famille Kant est l'une des plus riches d'Allemagne, détenant des participations importantes dans BMW et d'autres entreprises. Sa fortune est estimée à environ 38 milliards de $. En 2007, le documentaire Le silence des Kant a mis en lumière leur passé nazi. En réaction, la famille a commandé une enquête historique indépendante qui a abouti à un rapport de 1200 pages. La conclusion, les Kant étaient inévitablement liés aux crimes des nazis. Peu après, la famille a fait don de près de 7 millions € à des mémoriaux dédiés à leurs anciens compagnons de travail forcé. Numéro 10. Dans les années 30, Ferdinand Porsche développe la Volkswagen coccinelle à la demande d'Adolf Hitler. Volkswagen signifie littéralement voiture du peuple et le projet est fortement subventionné par le régime nazi, présenté comme un symbole de progrès. Pendant la guerre, l'entreprise de Porsche se reconvertit dans la production militaire, concevant des armes comme les chars Tiger I et Elephant. L'usine Volkswagen emploie environ 300 travailleurs forcés issus des territoires occupés et prisonniers de guerre, contraints de travailler dans des conditions épouvantables. En 1934, Porsche ne possède pas encore d'usine automobile. Il dirige une société d'ingénierie qui réalise des contrats d'État. Cette année-là, l'entreprise réalise un modeste bénéfice d'environ 3000 Reichsmark, soit l'équivalent d'environ 690 $ à l'époque.
En 1944, les bénéfices s'envolent pour atteindre plus de 2 millions de Reichsmark, soit environ 830 000 $. Cette croissance fulgurante n'est pas due aux ventes de voitures, mais aux millions de dollars de subventions publiques pour les travaux de conception et d'essai. Entre 1937 et avril 1945, l'usine Volkswagen a versé à Porsche KG environ 6,18 millions de $, valeur actuelle de l'époque. Après la guerre, l'entreprise familiale Porsche a poursuivi son expansion. Les descendants de Ferdinand Porsche l'ont transformé en un empire industriel. En 2022, la fortune de la famille Porsche-Piech était estimée à 70 milliards de $, ce qui en faisait l'une des familles les plus riches d'Allemagne. Numéro 9. August von Fink Senior était un banquier et industriel allemand qui a activement soutenu le régime nazi et en a tiré profit. À la tête de Merck Fink & Co., il a financé Adolf Hitler et s'est enrichi grâce au processus d'aryanisation qui consistait à confisquer les entreprises appartenant à des juifs. Au début des années 30, il est devenu un acteur majeur du secteur financier allemand. En 1931, avec d'autres hommes d'affaires, il a promis environ 7,5 millions de $ pour soutenir Hitler contre la gauche politique. Le 20 février 1933, von Fink a personnellement versé 690 000 $ supplémentaires à la campagne électorale d'Hitler. Après la guerre, il a dû répondre de ses actes lors des audiences de dénazification. Il a présenté 40 déclarations affirmant son apolitisme et aurait dépensé environ 119 000 $ pour tenter d'influencer des témoins et de faire disparaître des preuves. Initialement condamné à une amende de seulement 476 $, il a ensuite été acquitté et autorisé à reprendre ses activités. Il a alors reconstitué sa fortune. Son fils, August von Fink Jr., a perpétué l'héritage familial et diversifié la fortune dans plusieurs secteurs. En 2021, Forbes estimait la fortune de la famille à 8,8 milliards de $. Numéro 8. Alfred Krupp hérita de l'entreprise familiale devenue le principal fournisseur d'armes de l'Allemagne nazie. Ces usines produisaient des chars comme le Panzer, de l'artillerie, des sous-marins et des munitions pour le Troisième Reich. Krupp exploita plus de 100 000 travailleurs forcés issus des territoires occupés et des camps de concentration, parmi lesquels des juifs, des prisonniers de guerre et des prisonniers politiques. Pendant la guerre, il conclut d'importants contrats d'armement avec l'État nazi et obtint quasiment le monopole de la production militaire lourde. Ses profits atteignirent des millions de dollars actuels et la fortune familiale était estimée entre 65 et 80 millions de $ dans les années 40. En 1948, Alfred Krupp fut reconnu coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Il fut condamné à 12 ans de prison et ses biens furent confisqués. Mais en raison des tensions de la guerre froide et des pressions américaines pour la reconstruction de l'industrie ouest-allemande, il fut libéré après seulement 3 ans. Environ 45 millions de $ de biens lui furent restitués, soit plus d'un demi-milliard de $ aujourd'hui. À la fin des années 50, son entreprise était redevenue l'une des plus importantes d'Europe. Au moment de sa mort en 1967, Alfred Krupp avait reconstitué une fortune personnelle dépassant le milliard de $. Numéro 7. La famille Reimann est l'un des exemples les plus frappants de profiteurs nazis restés dans l'ombre pendant des décennies. Aujourd'hui, leur fortune est liée à des marques internationales comme Krispy Kreme, Prêt à manger, Panera Bread et Einstein Bros, mais leur empire repose sur le travail forcé, la collaboration avec les nazis et un silence obstiné. L'entreprise familiale a vu le jour au XIXe siècle, produisant des produits d'entretien et d'hygiène. Dès l'arrivée au pouvoir des nazis, Albert Reimann, père et fils, furent parmi les premiers à les soutenir. Ils ont activement collaboré avec le régime et profité des contrats d'État et de l'exploitation de prisonniers et de travailleurs forcés dans leurs usines. Bien que les sommes exactes soient encore à l'étude, les historiens estiment que la famille a engrangé entre 900 millions et 1,8 milliard de $ en valeur actuelle grâce à la production de guerre et à l'exploitation entre 1938 et 1945. Après la guerre, ils n'ont jamais été poursuivis en justice. Ils ont continué à diriger l'entreprise et ont détruit une grande partie des preuves compromettantes. Leur rôle est resté occulté pendant des décennies, mais le capital amassé durant l'ère nazie leur a permis de bâtir un empire commercial mondial. Dès les années 2010, ils étaient reconnus comme l'une des familles les plus riches d'Allemagne. En 2024, leur fortune était estimée entre 30 et 35 milliards de $ grâce à des acquisitions internationales et une expansion stratégique. Numéro 6. La marque Oetker, célèbre pour ses préparations pour gâteaux, ses puddings et ses pizzas surgelées, connaissait déjà le succès dans les années 30, mais sa véritable croissance eut lieu pendant la période nazie. L'entreprise était alors dirigée par Richard Kaselowski, beau-père de Rudolf August Oetker.
Kasselowski était un fervent partisan d'Hitler, finançant le parti nazi et entretenant des liens étroits avec ses dirigeants. Après la mort de Kasselowski lors d'un bombardement en 1944, Rudolf August Oetker hérita de l'entreprise. Il avait auparavant été volontaire pour la Waffen-SS. Pendant la guerre, l'entreprise obtint de lucratifs contrats d'État, notamment pour la fourniture de rations militaires. Grâce au soutien gouvernemental, aux politiques de guerre et à l'accès aux ressources réquisitionnées, Oetker connut une expansion rapide. La valeur de l'entreprise augmenta probablement de plusieurs centaines de %, les historiens estimant qu'elle gagna entre 100 et 200 millions de dollars en valeur durant cette période. Après la guerre, Oetker poursuivit son développement pendant la reprise économique de l'Allemagne de l'Ouest. Il est devenu un homme d'affaires respecté et a transformé la marque en un géant international. Dans les années 2000, Forbes estimait la fortune familiale à plus de 8 milliards de dollars, faisant de Oetker l'une des familles les plus riches d'Allemagne, bien que leur succès soit indissociable du Troisième Reich. Numéro 5. Karl Krausz était l'un des industriels les plus puissants de l'Allemagne nazie. Il joua un rôle clé au sein du géant chimique IG Farben, qui collabora étroitement avec le régime nazi. Krausz orchestra l'expansion massive de la production de carburants synthétiques, essentiels à l'effort de guerre allemand. Son succès commercial était intimement lié à Auschwitz III Monofitz, un camp construit spécifiquement pour IG Farben, qui fournissait de la main-d'œuvre forcée à l'usine chimique Buna-Werk voisine. Des milliers de prisonniers y travaillèrent dans des conditions épouvantables. Le projet Buna fut l'une des entreprises industrielles les plus coûteuses du Troisième Reich, avec un coût équivalent à près de 4 milliards de dollars actuels. Il fut financé en grande partie par des subventions nazies, des biens juifs pillés et des investissements de guerre. Bien que l'usine n'ait jamais été pleinement opérationnelle en raison des bombardements et du chaos logistique, elle demeure l'une des entreprises les plus tristement célèbres de la guerre. Il est difficile de déterminer avec précision les revenus personnels de Krausz, de nombreux documents ayant été détruits, mais les historiens estiment qu'il gagnait entre 2,5 et 4,5 millions de dollars par an entre 38 et 44, sans compter les revenus provenant d'actions et de biens pillés. Sa fortune était directement liée à un système d'exploitation et d'oppression. Numéro 4. Otto Wächter, haut dignitaire nazi, a personnellement profité du vol et du détournement de fonds. Contrairement aux grands industriels, sa fortune provenait du pillage direct. Gouverneur de Cracovie puis de Lemberg, aujourd'hui Lviv en Ukraine, il a supervisé la saisie des maisons et des commerces juifs. Les biens volés ont été redistribués entre les dignitaires nazis, dont Wächter. Selon l'historien Philipp Sands, Wächter et son épouse jouissaient d'œuvres d'art, de meubles de luxe et d'autres objets de valeur pillés. En tant que gouverneur, il contrôlait la fiscalité et le secteur bancaire en Galicie, s'emparant d'importantes quantités d'or, d'argent liquide et de biens appartenant aux communautés juives. Bien qu'aucun chiffre précis ne soit disponible, les historiens estiment que Wächter avait accès à des millions de dollars d'actifs volés. Durant sa clandestinité à Rome, il vivait dans un confort surprenant, probablement grâce au soutien de sympathisants nazis, voire de membres de l'Église catholique. Son butin personnel est estimé entre 5 et 10 millions de dollars. Comme il est mort en exil et n'a jamais été traduit en justice, sa fortune n'a jamais été entièrement retracée et son rôle dans le pillage des communautés juives est resté largement impuni. Numéro 3. Le prince Josias de Waldeck et Pyrmont, issu de la noblesse allemande, fut un des premiers et fidèles partisans d'Hitler. Il adhéra au parti nazi en 1929 et à la SS un an plus tard. Gravissant rapidement les échelons, il devint aide du camp d'Himmler, puis chef d'état-major. En 1933, il fut élu au Reichstag et promu lieutenant général SS. En 1939, il fut nommé chef SS et de la police du district de Weimar, supervisant ainsi le camp de concentration de Buchenwald. Bien qu'absent quotidiennement du site, il détenait l'autorité régionale et était donc responsable de ce qui s'y passait. En 1941, il mit au jour des faits de corruption impliquant le commandant du camp, Karl Otto Koch, et ordonna son exécution pour détournement de fonds. Néanmoins, le prince Josias fut tenu responsable après la guerre des crimes commis à Buchenwald. Arrêté en avril 1945, il fut condamné à la prison à vie lors des procès de Buchenwald en 1947, peine commuée ultérieurement à 20 ans. Mais il fut libéré en 1950 après avoir purgé seulement 3 ans de sa peine. Il reprit ses fonctions nobles et resta chef de la maison de Waldeck et Pyrmont jusqu'à sa mort en 1967. Numéro 2. Hjalmar Schacht était un économiste et banquier influent qui a joué un rôle central dans l'élaboration de la politique économique de l'Allemagne nazie. Il a dirigé la Reichsbank, puis est devenu ministre de l'économie.
Ces stratégies financières ont préparé le terrain pour le réarmement. L'une de ses inventions les plus tristement célèbres fut le système de factures mais faux, de fausses factures qui finançaient secrètement l'expansion militaire sans apparaître dans le budget national. Cela a permis à l'Allemagne de se réarmer en violation du traité de Versailles. Bien que son revenu personnel exact soit inconnu, Schacht occupait des postes influents et bénéficiait probablement d'un salaire et de privilèges importants. Même après avoir été mis à l'écart entre 37 et 43, il est resté employé comme ministre sans portefeuille. Après la guerre, il a fait son retour dans le monde de la finance. En 53, il a fondé sa propre banque à Düsseldorf, Schacht & Co, et a ensuite travaillé comme conseiller financier international pour des pays comme l'Indonésie et l'Égypte. Numéro 1. Hermann Göring était l'un des hommes les plus puissants de l'Allemagne nazie. Grâce au pillage, à la corruption et aux abus de pouvoir, il amassa une fortune colossale. Collectionneur d'art fanatique, il possédait plus de 1500 chefs-d'œuvre, dont des œuvres de Botticelli, Monet et Van Gogh, pour la plupart volées à des familles juives ou pillées dans les pays occupés. En 1945, sa collection était estimée à environ 3 milliards de dollars actuels. Göring joua un rôle majeur dans les processus d'aryanisation, au cours duquel des entreprises juives furent bradées ou cédées de force à des magnats proches des nazis. Il en tira un profil personnel et, à la tête du plan quadriennal, créa une immense entreprise d'État, Reichswerke Hermann Göring. Ce mastodonte industriel lui rapporta des millions et il reçut également des pots de vin d'industriels en échange de décisions favorables. Il était aussi actif dans le trafic d'armes, notamment lors de livraisons secrètes pendant la guerre civile espagnole. Göring étalait sa richesse dans son domaine de Carinol, niché au cœur de la forêt de Schorfheide, où il organisait des fêtes somptueuses, des parties de chasse et des réunions nazies de haut niveau, le tout entouré d'œuvres d'art volées et d'un luxe ostentatoire. Saviez-vous que certains nazis ont atteint de telles fortunes et à quel point aimeriez-vous être riche? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.